Le livre le plus impressionnant et vertigineux de cet hiver. Un grand livre hybride et puissant. Un livre vraiment révolutionnaire. Une enquête minutieuse, étayée, obstinée. On en a rajouté un. Sans doute un des plus grands livres de 2025 et une exceptionnelle enquête sur la santé mentale des femmes. Voici l'autrice de ce livre phénomène. Elle s'appelle Adèle Yon. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Adèle Yon, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe et le public. Vous avez 31 ans, vous avez une triple casquette, enseignante, chef cuisinière et écrivaine. Donc vous êtes inclassable et votre livre l'est encore plus. Un livre qui a bouleversé une grande partie de la rédaction de Quotidien et qui est devenu un phénomène en librairie. Il s'appelle Mon vrai nom est Elisabeth. C'est aux éditions du Sous-sol. Quel est le point de départ de ce livre, de votre livre de détective? C'est comme ça que vous vous présentez? Une détective. Le point de départ, c'est la peur d'être à mon tour touchée par cette maladie mentale dont on disait qu'elle était génétique, la soi-disant schizophrénie d'Elisabeth. Et c'est un moment de ma vie où je me trouve très inquiète, un peu instabilisée, pas tranquille. Et je me dis, ça y est, c'est mon tour, c'est à mon tour d'être folle, ça va m'arriver. Je commence à ressentir des symptômes, je suis prise par cette inquiétude. Et c'est dans ces conditions que je me dis, il faut que je comprenne ce qu'a vraiment vécu cette femme, quelle a vraiment été son histoire pour savoir si, oui ou non, je risque cette maladie. Et vous trouvez... Vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous-même. À partir de là, vous vous dites qu'est-ce qui se passe et vous allez chercher tout de suite du côté de la généalogie. Tout à fait. Ça part vraiment de ce sentiment, moi, que j'ai de perdre pied. Et j'ai l'impression que c'est à cause de ça. J'ai l'impression que quelque chose est en train de se rejouer dans mon histoire et dans mon quotidien, qui ne tient pas à moi, qui tient à cet ancêtre, qui tient au transgénérationnel. Et que quelque part, c'est très intuitif, hein, c'est pas conscient, mais que quelque part, la clé se trouve dans son histoire. Et vous trouvez une photo? Et je trouve une photo, alors quelques mois plus tard quand même, au départ justement, c'est l'absence d'image, Elisabeth, c'est-à-dire c'est celle qui réunit toutes les peurs et tous les fantasmes parce qu'on ne l'a jamais vue. Donc je me l'imagine comme une espèce de créature avec un trou de chaque côté du crâne, comme une sorte de monstre vraiment de ma maison de vacances de quand j'étais enfant. Et un jour, au bout de quelques mois d'enquête, je tombe un peu par hasard dans des cartons de famille sur une photographie d'Elisabeth âgée, sur laquelle je vois ces creux, effectivement, de chaque côté du crâne, sur laquelle je vois un regard qui m'afflige et qui me transperce. Et quelque part, ce que cette photographie résout me pousse à l'enquête. C'est-à-dire que tout d'un coup, je comprends que tout ce qu'on m'a raconté, que toutes ces histoires d'enfance sont des contes et qu'il faut aller voir derrière l'image pour savoir ce qui est vraiment arrivé à cette femme. Alors, expliquez qui est Elisabeth et pourquoi, et c'est quoi les creux? Alors Elisabeth, c'était mon arrière-grand-mère. Elle est décédée en 1990, donc quelques années avant ma naissance quand même. Elisabeth. Tout le monde l'appelait Betsy. Je l'appelle maintenant Elisabeth. Et ces creux, alors ça je le savais, c'est que Elisabeth a subi une lobotomie en 1950. Une lobotomie, c'est une opération qui consiste à séparer l'avant de l'arrière du cerveau pour atténuer les émotions des patientes, généralement parce qu'elle a concerné en immense majorité des femmes. Et Elisabeth a été victime de cette opération-là, dont on ne sait toujours pas aujourd'hui en réalité combien de personnes elle a concerné. À la fois roman, essai, enquête, autofiction, livre d'histoire, road trip. Vous avez enquêté sur votre arrière-grand-mère à partir de vos 25 ans. Et 25 ans, c'est pas un hasard, justement. C'est-à-dire que c'est à la fois l'âge où elle-même commence à avoir des troubles, visiblement, dans sa première année de mariage avec André, mon arrière-grand-père. C'est aussi un peu plus largement la période à laquelle, dans ce type de milieu duquel elle venait, c'est-à-dire des milieux bourgeois, catholiques, de région parisienne, il y avait une attente de la maternité. C'est le moment où on doit devenir épouse, on doit devenir mère. Et donc, je me rends compte au bout d'un moment dans mon enquête, et c'est ça qui est quand même incroyable, que je ne suis pas la seule concernée par cette peur de la maladie mentale et qu'en fait, toutes les femmes de ma famille, à cet âge-là, entre leurs 25 et leurs 30 ans, passent par cette étape, cette sorte de rituel qui consiste à s'inquiéter de leur santé mentale. Et c'est toujours ce moment un peu créneau, un peu charnière dans la vie d'une femme, qui est ce passage de la jeune fille à la femme adulte. Maya, toi aussi, tu es adorée, tout comme Alice qui travaille avec toi. Oui, et effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment le gros succès en ce moment sur les bureaux, à la rédac. Et on n'est pas les seuls à le penser, puisque vous accumulez les succès du public, les succès critiques aussi. 50 000 exemplaires vendus pour un premier roman, c'est complètement exceptionnel en librairie. Et il y a aussi toute une flopée de récompenses. Prix Essai, France Télévisions, prix du Nouvel Obs,
finaliste du prix du livre Inter, finaliste du prix Goncourt du premier roman et même, attention, prix du barreau de Marseille. Vous entrez vraiment dans le monde de la littérature par la grande porte et dès les premières pages, on comprend complètement pourquoi. Alors, il y a la forme déjà complètement inclassable, tu l'as dit, et ça se traduit dans la mise en page, en l'occurrence une superposition de segments courts qui finissent par ressembler à un puzzle. Il y a du témoignage, des lettres, des messages vocaux, des documents administratifs, des notes médicales et même des photos comme celle-ci qui montre une table de traitement qui peut être peut-être utilisée pour pratiquer des lobotomies. Il y a aussi cette image un peu étrange qui montre que dans les asiles, il y avait parfois des soirées déguisées. Et grâce à toute cette diversité formelle, on n'est jamais dans un tunnel de lecture, on a même l'impression d'être soi-même acteur ou actrice, puisqu'on va recomposer le mystère de cette femme. Et pour illustrer ce mystère, il y a 2 textos hallucinants, page 58, qui nous plongent dans toute une culture du silence. J'accepte ce que tu fais, je le respecte, mais je ne répondrai à aucune question que tu pourras me poser. Et puis, et si tu trouves quelque chose, je ne veux pas le savoir. Et ces mots, ils sont de la 2e fille de Betsy. Ils révèlent l'épaisseur du tabou qui entoure les femmes rebelles. Et au début d'ailleurs, vous n'aviez presque aucune info. Betsy est née en 1916, elle est décédée en 1990, elle a passé 17 années internée. Pour savoir le reste, parce qu'évidemment, on veut absolument savoir le reste, il faut lire le livre. Est-ce que si je résume en disant qu'elle était folle parce que les hommes ont décidé qu'elle était folle? Oui, on peut le dire d'une certaine manière, c'est sûr que c'est... Et que André l'avait décidé. Oui, son mari. Je pense qu'au départ, il y a quand même quelque chose qui m'est apparu pendant cette enquête, qui est la dépression postpartum ou la psychose puerpérale, qui est un trouble qui arrive après un accouchement. J'ai l'impression que c'est ce qu'Elisabeth a vécu pour des raisons qui sont elles-mêmes sans doute liées à des hommes de sa famille et que ça n'a effectivement pas du tout été pris en compte, enfin sa sensibilité n'a pas du tout été prise en compte ni par son mari ni par son milieu. Là-dessus, les médecins ont recommandé de faire davantage d'enfants. Donc c'est une femme qui a quand même eu 6 enfants en 7 ans. Elle en a eu 6. 6 enfants en 7 ans. Alors même que son premier accouchement avait été compliqué. Et je pense que c'est une rencontre entre ces troubles-là effectifs et le traitement de l'époque de ces mots qui étaient complètement inconnus en réalité et qui commencent juste à être connus aujourd'hui. Et ça, je trouve que ça apporte énormément de modernité parce qu'en fait, on lit l'histoire de Betsy, mais c'est un peu notre histoire à toutes. Et là, par exemple, vous parlez de dépression postpartum. En fait, le livre, il aborde plein de thématiques qui sont vraiment ultra contemporaines. Et ça, je m'en rends compte vraiment pendant les rencontres, c'est-à-dire que c'est principalement des femmes qui viennent aux rencontres et elles interviennent et elles viennent me parler de plein de choses après. De la dépression postpartum, d'une aïeule qui a aussi été psychiatrisée dans leur famille, des secrets de famille, de leur propre peur d'être folle. Et effectivement, elles vont prendre différents endroits du livre, le prendre par différents bouts, selon ce qui les touche, elles. Et eux, parfois aussi. Et oui, j'ai l'impression que effectivement, c'est un endroit sensible. Ça les touche dans un endroit très sensible. Parmi les traitements qu'Elisabeth subit, les électrochocs et la cure de Sakel. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la cure de Sakel ? Dans les violences psychiatriques, c'en est une belle. Ce sont des comas hypoglycémiques, donc qui consistaient à faire des piqûres pour saturer le corps de la patiente en sucre. Et donc, elle tombait dans le coma peut-être 3 heures par jour sur des cures qui duraient 45 jours. En moyenne, donc vraiment extrêmement longue, avec des patientes qui y passaient, comme la lobotomie d'ailleurs, ça a fait vraiment des morts. Et l'idée étant de remettre la patiente dans une espèce d'état placentaire où elle en reviendrait à l'origine de ses maux, de ses troubles, de sa conscience. C'était quelque chose comme ça. Et c'est une vraie volonté d'anéantir la personne. Oui, il y a vraiment une notion de faire disparaître, anéantir, rapporter, ramener la personne à quelque chose d'infinitésimal, d'imperceptible. Et même dans votre mémoire familiale, elle a déjà été anéantie par le système médical, elle est réanéantie par le silence. Et en même temps, ce que vous dites, c'est que le silence, ça ne marche pas. Ça ressort toujours. C'est une femme qui a été tuée de nombreuses manières et de nombreuses fois. Je pense qu'on peut le résumer comme ça, effectivement. Mais le silence est double, le silence est fourbe. C'est-à-dire que c'est un silence... C'est pas un silence complet, c'est un silence qui laisse échapper certaines choses. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler un tabou, en fait. Le tabou, il est visible. Le tabou, il court partout. Et donc, on laisse traîner des indices, on laisse traîner des mots comme schizophrénie. Et c'est sur ces mots-là que nous, les femmes de la famille, notre peur va s'appuyer. Et c'est ça qui fait que, quand même, étant née après sa mort, étant née plus de quasiment 100 ans après sa naissance, le nom de Betsy, je le connais quand même. Et le fait que je l'ai en tête, ce nom de Betsy, qui ressurgisse à tous les moments de ma vie, où je suis inquiète pour ma propre santé mentale, ou tout simplement où je ne vais pas très bien, ça dit quelque chose de ce que les familles, volontairement ou par inadvertance, laissent traîner dans nos consciences pour aussi qu'on contrôle nous-mêmes nos comportements.
y a un fantôme sur la couverture, sur l'image de couverture. Est-ce que vous pensez que quelque part, toutes les femmes ont un peu des fantômes? Il y a un fantôme, mais il y a aussi un carré blanc en plein milieu, si vous le voyez. Et pour moi, Elisabeth, elle est là en réalité. Elle est dans cet élément manquant qui structure toutes les histoires familiales. Et je peux vous demander pourquoi vous n'avez pas mis la photo de Betsy? Oui, alors déjà pour des raisons... c'est un livre, je pense que vous l'avez... Il y a juste une peinture. Oui. C'est ça? Oui, alors elle n'est pas non plus dans le livre, la peinture. Non, elle n'est pas dans le livre. Elle n'est pas dans le livre, c'est vous qui nous l'avez donné. Il n'y a aucune représentation d'Elisabeth dans le livre. Je pense que vous l'avez senti, c'est un livre qui est plein de colère, c'est aussi un livre qui est plein de tendresse. Et j'ai vraiment voulu aussi ménager les membres de ma famille dans cette histoire. Donc c'est une photo, cette photo dont on a parlé au début, c'est une photo qui est extrêmement violente, qui ne laisse la place à rien d'autre que la fulgurance de son regard. Et la photo où on voit les la photo où on voit les marques, ouais. Absolument, à un âge où est avancé d'Elisabeth. Et je voulais qu'il y ait la place pour d'autres représentations d'Elisabeth. Le problème de cette photographie, c'est qu'elle laisse la place à rien d'autre. Une fois qu'on tombe dessus, on ne peut plus avoir d'autres images d'elle. Et par ailleurs, c'est aussi, et ça j'en suis très contente aujourd'hui, c'est un livre dans lequel tellement de femmes même mettent leur propre représentation que je voulais qu'il y ait la place pour tous ces imaginaires-là, toutes ces femmes-là, toutes les autres Elisabeth. La photo était cachée dans votre famille? La photo, bien sûr, la photo était... Je n'avais jamais Quelqu'un l'avait et l'a cachée? Elle était dans un vieux carton, elle traînait, c'était un genre de photomaton. Les seules photographies qui existaient d'Elisabeth, c'était des photos... Et des gens de votre famille la connaissaient, cette photo-là? Non. C'est par hasard que vous l'avez trouvée? Non, je pense que c'était pour refaire des papiers d'identité ou quelque chose comme ça. Il n'y avait aucune représentation d'Elisabeth âgée, bien sûr, avec ces marques qui accusent. Qui accusent une société, qui accusent des personnes. J'ai une dernière question. Vous êtes une chercheuse, une enseignante, une cuisinière, une écrivaine. Est-ce qu'il y a un rapport entre tout ça? Oui, je pense que ce livre essaye de tracer un chemin entre toutes ces dimensions-là. C'est aussi un livre de recherche, c'est un livre dans lequel j'ai vraiment essayé d'être objective, de laisser la place à toutes les voix, à tous les documents, où je montre aussi tout ce que j'exhume. Et c'est un livre dans lequel la cuisine a un rôle très important parce que, en tant que quelqu'un qui a toujours beaucoup développé la part intellectuelle de moi-même, la cuisine, ça m'a raccordé à ma sensibilité, à mon corps. Et je pense que j'aurais pas été en mesure de comprendre ce qu'avait vécu Elisabeth, de faire preuve d'empathie, de m'intéresser en profondeur et avec mes tripes à son histoire si j'avais pas pris cette conscience de mon corps que j'ai eu grâce à la cuisine. Vous parlez extrêmement bien de votre arrière-grand-mère et puis je vous remercie d'être venu sur le plateau de Quotidien. Merci Adèle. Le livre s'appelle Mon vrai nom est Elisabeth et c'est aux éditions du Sous-sol. Merci beaucoup, à bientôt. Dans un instant, Aaron, à tout de suite.